Bonjour et bienvenue à tous. Nous célébrons cette année le 25e anniversaire des États généraux des malades atteints de cancer. Cet événement majeur a été lancé en 1998 par la Ligue nationale contre le cancer et elle a produit des effets majeurs et on sait que des progrès considérables ont été accomplis au bénéfice des malades. Néanmoins, il y a beaucoup de choses encore à faire. Aussi, la Ligue a-t-elle décidé de redonner la parole aux malades qui sont finalement les meilleurs témoins de ce qui peut encore être amélioré. Et sur ce plateau aujourd'hui, nous avons réuni d'ailleurs 3 personnes qui ont été atteintes par la maladie ou qui la vivent encore et qui pourront apporter leur témoignage. Nous avons aussi la présidente du comité 06 de la Ligue contre le cancer, qui est effectivement en première ligne. Et je vais rapidement vous présenter un petit peu ce plateau avant de débuter cette émission. Alors, Laurence Cressin-Bensa, j'ai bien prononcé votre nom. C'est parfait. Je l'ai bien répété aussi, il faut dire. Donc, vous êtes présidente de la Ligue depuis le mois de mars 2023. 2023, mais néanmoins, votre activité au sein de la Ligue est beaucoup plus ancienne, ça fait même 10 ans. Ça fait depuis 2013 que j'exerce les fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration. Et surtout, en fait, c'est l'origine de mon engagement. J'étais bénévole pour donner des consultations juridiques au bénéfice des personnes malades, bénéficiaires donc, de la Ligue en ma qualité d'avocat. Voilà, vous êtes avocat et depuis 10 ans, et c'est admirable, voilà. Je crois que ça peut être applaudi. Je continue ce petit tour de table. Allez, Jean-Marc, vous êtes notre seul homme, donc je vais passer à vous tout de suite. Merci. Vous avez 62 ans. Tout à fait. Et vous avez rencontré la maladie en 2016, me semble-t-il. Voilà, c'est ça, en 2016. Vous allez nous raconter, vous êtes peut-être encore dans ce parcours ou vous en suivi aujourd'hui. Aujourd'hui, mais donc vous allez pouvoir témoigner de l'origine de la maladie et de ce qui se passe depuis. Je passe à nos autres témoins, en commençant par Marie-Pierre. Marie-Pierre, 58 ans, on peut le dire, hein, vous m'avez autorisé. Oui. Donc vous diagnostiquez en 2020, vous allez revenir donc sur ce témoignage. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Voilà, on est à 4 ans, on va revoir ce parcours complexe, mais vous allez nous raconter tout ça. Et Nicole, qu'on remercie aussi de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nicole, 65 ans. Vous, je dirais, vous êtes la plus ancienne malade, puisque c'était en 2010, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, la maladie est derrière. Et derrière. Mais néanmoins, vous avez beaucoup de choses à raconter extrêmement importantes. Alors, je me tourne vers Laurence. Laurence, vous permettez que je vous appelle Laurence? Bien sûr. Donc, pourquoi ces États généraux en 1998 ont-ils été lancés? Quel était l'objectif et qu'est-ce qu'ils ont produit concrètement? Je sais qu'ils ont produit beaucoup de choses, qu'ils ont influencé les plans cancer notamment, mais si vous pouviez résumer en quelques lignes. Oui, alors tout d'abord, merci de nous donner à tous la parole aujourd'hui sur votre plateau, Nancy. Et effectivement, un rappel que vous avez fait tout à l'heure, mais je voudrais y revenir un peu plus précisément. Il y a 25 ans, et le 28 novembre 1998, la Ligue nationale contre le cancer a décidé d'organiser les premiers états généraux des personnes malades et de donner enfin la parole aux personnes malades, parce que jusque-là, effectivement, elles étaient complètement exclues. Elles sont au cœur du parcours de soins, mais elles n'étaient pas entendues. Et le but, en fait, les états généraux, ça évoque quoi? Un cahier de doléances. On voulait savoir, effectivement, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui pouvait être amélioré, le ressenti des personnes malades et surtout leur permettre de s'exprimer. Mais le véritable objectif à l'époque de la Ligue, sous la présidence du professeur Pujol, c'était en fait de faire rencontrer de manière plus publique les soignés et les soignants. C'était une façon de donner la parole aux soignés, donc aux malades, afin qu'ils soient entendus par les soignants. Ce qui est fou, parce que déjà, normalement, ils se rencontrent. Je veux dire, dans le parcours de santé, effectivement, il n'y avait rien à dire. Je veux dire, les patients étaient pris en charge, mais c'était des patients. Et à partir de ces états généraux, ce sont devenus des véritables acteurs
en fait, de leur parcours de soins et non plus que des patients. Et d'ailleurs, à l'époque, le secrétaire général de la santé, qui était le secrétaire d'État, pardon, de la santé, qui était Bernard Kouchner, avait dit il y aura un avant ces États généraux et un après ces États généraux. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ce 28 novembre 1998, qui a été la journée des États généraux, ce jour-là, 1300 personnes malades ont été entendues. Mais il y en a eu au total 3000 sur différents événements qui se sont conclus ce 28 novembre 1998. Et l'ensemble de leurs témoignages, en fait, a été recueilli dans ce livre qui a été ensuite publié en 2000, Les malades prennent la parole. C'est le livre blanc des premiers états généraux des malades du cancer, qui a été préfacé par le secrétaire d'État à la santé Bernard Kouchner de l'époque, et qui a été ensuite remis au président de la République, à l'époque Jacques Chirac, et qui a permis, en fait, on va dire, une prise de conscience de la part des pouvoirs publics de cette cause qui devait devenir nationale, qui est la lutte contre le cancer et cette maladie terrible. Et à partir de là, sont nés et mis en place à l'époque par Jacques Chirac, le premier plan cancer, on en est au 3e, mais également la création de l'INCa, donc l'Institut national du cancer, dont je tiens quand même à préciser avec une certaine fierté que le président de la Ligue est statutairement toujours le vice-président chaque fois de l'INCa, chaque fois qu'il y a un renouvellement. Et c'est donc à la faveur de ces plans cancer qu'un certain nombre de dispositifs ont été mis en œuvre pour tirer les leçons en fait de ces témoignages. Et la Ligue a été à l'époque force de proposition, puisque un certain nombre de propositions, je crois une quarantaine même, ont été soumises au pouvoir public, dont certaines ont été retenues, d'autres pas, mais notamment l'amélioration du dispositif d'annonce du diagnostic, ce qui était majeur. Le témoignage, c'est un moment vraiment qui est terrible, décisif, et quand on lit les témoignages à l'époque dans ce recueil, effectivement, des fois, on a froid dans le dos, et aujourd'hui, c'est important, 25 ans après, de faire un point d'étape, de voir ce qu'il reste à faire. Alors, j'ai parlé du dispositif du diagnostic, enfin d'annonce du diagnostic, pardon, mais on peut parler surtout, aujourd'hui, une avancée majeure, c'est les soins de support. À l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on en parle, tout le monde en parle. Ils sont considérés comme essentiels dans la prise en charge globale de la maladie et comme un facteur très important dans la guérison, la rémission, etc. Et je suis également fière de présider le comité du 06, qui a été le premier à mettre en place en 2009, alors que ça n'existait nulle part ailleurs, des soins de support dans son espace Ligue de Nice. Alors aujourd'hui, nos espaces Ligue s'appellent Maison Axel Kahn depuis le mois de février, en hommage au professeur Axel Kahn, qui a présidé la Ligue contre le cancer et qui a été emporté par cette maladie qu'il a combattue toute sa vie. Et nous avons également une Maison Axel Kahn à Antibes. Nous en avons une bientôt à Mandelieu. Nous essayons de couvrir tout le territoire pour pouvoir dispenser ces soins de support au plus près, gratuitement bien sûr, au plus près de nos bénéficiaires. Et on pourra peut-être y revenir plus tard, mais nous avons également mis en place en mois de février un dispositif qui s'appelle Proxiligue, qui va nous permettre d'aller encore plus loin, on va dire plus loin sur notre territoire, dans les vallées, grâce à un réseau de 65 praticiens en soins de support qui vont pouvoir aller les dispenser au domicile des malades qui sont affaiblis ou qui sont trop éloignés. Alors vous voyez, aujourd'hui, 25 ans après, notre détermination est toujours intacte. La Ligue nationale a décidé de fêter ses 25 ans et a choisi notamment notre comité, on y reviendra peut-être plus tard, pour organiser un événement majeur, pour recueillir à nouveau des témoignages. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, et je salue leur courage, 3 témoins qui ont été frappés par la maladie et qui vont pouvoir nous aider à faire ce point d'étape qui est essentiel. Merci de rappeler que vraiment vous êtes, je dirais d'une certaine manière, courageux tous les 3, puisqu'il y a un homme, parce que c'est pas simple d'en parler et ça n'a pas été si simple d'avoir des personnes volontaires pour en parler. Et on va voir avec vous 3 que c'est pourtant fondamental que vous vous exprimiez, parce que, comme le disait Laurence, si de gros progrès ont été faits dans le soin de support, dans le dispositif d'annonce, on va voir que tout n'est pas gagné et qu'on ne va pas s'arrêter à ces 25e états généraux parce que malheureusement, il y a encore à faire. Je vais me permettre de commencer par Marie-Pierre. Donc j'ai dit votre âge, ce n'est pas l'essentiel, hein, ça on s'en fiche un peu. Ce qui est beaucoup plus marquant dans votre cas, c'est que vous découvrez votre cancer en 2020, en mars 2020, et pour tout le monde, hein, mars 2020, c'est le Covid. Pour tout le monde, c'est la période
terrible, on est confiné, et votre maladie est découverte, et elle vous est annoncée sur un trottoir. Oui. Ça paraît, voilà, avec ce que vient de dire Laurence, on se dit comment est-ce possible ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a pu se produire ? Alors, c'est vrai que c'était le confinement, mais par chance, j'ai quand même pu avoir accès à la mammographie, parce que tout était plus ou moins fermé. Donc, je suis allée passer ma mammographie suite à la découverte d'une petite boule dans le sein. Autopalpation. Autopalpation, pensant que c'était un kyste, tout simplement, comme la plupart des femmes pensent dans ces moments-là. Donc j'arrive au centre de radiologie et comme c'était le confinement, il n'y avait pas de salle d'attente, donc on était tous en attente devant la porte d'entrée pour passer un par un. Bon, jusque-là, tout allait bien. Je passe ma mammographie, l'échographie, je tombe sur un docteur qui ne parlait pas. Bon, je me suis dit, c'est peut-être son caractère. Après, voilà. S'il m'annonce rien, c'est que tout va bien. Oui, ouais. Non. Dans ces cas-là... Ils parlent peu, mais qui me disent voilà. des choses sympathiques. Et puis, je suis sortie. Et j'attendais mon résultat d'examen. Et donc, j'étais sur le trottoir. J'étais allée seule ce jour-là, pensant vraiment que c'était un kyste. Donc, je m'inquiétais pas. Tout allait bien. J'étais en pleine forme. Enfin, bon, il n'y avait pas de signe. Et ce monsieur arrive avec un post-it. Et je lui dis alors, docteur, qu'est-ce que c'est un kyste ? Et là, il me répond, donc sur le trottoir, ah non, c'est bien plus grave que ça. Je vous donne le numéro d'un docteur. Donc, il me donne ce post-it jaune avec le numéro. Alors, je ne savais pas qui c'était, un numéro, un nom avec un numéro. Il me dit, vous l'appelez en me disant que c'est grave. Ce sont ces mots. Oui. C'est bien plus grave que ça ? C'est bien plus grave que ça. Alors, moi, je dis, mais... c'est-à-dire, il me dit, appelez cette personne. Alors, je ne savais pas qui c'était, c'est qu'après, je me suis renseignée. C'était donc chirurgienne. Ah, il vous dit rien de plus que ça ? Non, il me laisse avec mon post-it et seule sur le trottoir. Et la secrétaire qui a vu mon désarroi, parce que j'étais complètement paumée, est venue me dire, c'est elle qui m'a un petit peu expliqué. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez être pris en charge. Mais moi, à partir de là, en fait, j'ai fait une espèce de... j'étais hors du temps, quoi. J'ai eu l'impression d'être bloquée sur mon trottoir et avec ce post-it jaune dans la main, avec un numéro sans savoir quoi faire. Mais là, c'est la sidération. Je sais pas. En fait, je m'en souviens plus. C'est le trou noir. Ouais, je m'en souviens plus. Ouais. Alors, je me permets, excusez-moi, parce qu'on va continuer, mais oui. je voudrais me tourner vers Laurence juste à ce stade. Est-ce que, entre guillemets, ça tombe sous le coup de la loi, une annonce comme ça aussi brutale, qui n'est absolument pas dans le... Pourtant, le dispositif, c'est réglementaire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il doit y avoir une consultation d'annonce, Là, voire deux, effectivement. Là, on est dans le contexte du Covid, donc c'est vrai. Alors, je ne pense pas que ça tombe directement sous la loi, mais ça pourrait, sous une forme de responsabilité, si effectivement il y a les conséquences psychologiques ou autres. Voilà, certainement. Il pourrait y avoir une forme d'action en responsabilité, j'imagine, par rapport donc... le médecin a quand même un devoir d'information, d'explication. Je veux dire, là, on est au-delà de. Oui, parce que là, c'est on a un quoi. Je veux dire, c'est violent. C'est tellement violent. C'est pas un cas isolé. Non. Mais quand on lit là à l'époque, et je pense que des témoignages comme ceux de Marie-Pierre aujourd'hui, qui datent donc d'il y a 4 ans, vous montrent que s'il y a des progrès qui ont été faits, il y en a encore beaucoup à faire, quoi. On va poursuivre un peu parce que effectivement, vous parliez d'impact. Marie-Pierre, vous dites que 4 ans plus tard, le moindre examen, vous êtes en panique. Oui. Je ne peux plus passer un examen en étant en stress une semaine avant. Là, j'ai passé mes derniers examens, parce que tous les 6 mois, j'ai un suivi, comme je suis encore sur hormonothérapie. C'est le stress total, quoi. J'ai des douleurs partout, je somatise tout, quoi. C'est vraiment un traumatisme. Mais pour une simple prise de sang, tout examen médical, quoi. C'est un stress. Je me vois toujours sur ce trottoir avec mon post-it, surtout que le mot cancer n'a pas été prononcé. Donc, en fait, je me retrouve avec un papier avec un nom d'une personne, sans savoir qui c'est. C'est qu'après, une fois, quand j'ai vu ce nom, j'ai fait mes recherches. Je me suis dit, elle a fait la chirurgie en onco. Je me suis dit, c'est un cancer. Mais voilà, c'était terrible, quoi. Ça a été terrible. Vous l'avez plus revue, cette radiologue ?
Ah non, j'ai changé. C'est déjà... J'ai failli retourner pour un petit peu l'engueuler, on va dire, pardon pour le mot, mais pour lui dire un petit peu voilà, sa façon de faire et ce qu'on peut subir après, justement, Vous aurez... à cause de lui. Oui, ça, ce serait important de dire, voilà, cette petite phrase lâchée, comme elle peut compromettre Tout à fait. votre... Vous pensez que ça vous a même affaibli dans votre participation aux soins sur ce moment-là, ou non? Non, parce qu'après, je suis tombée, comme j'ai subi d'autres examens, comme les PET scans, je suis tombée sur une équipe qui, là, faisait très, très attention. Donc, ça m'a fait, le temps des examens et le temps de la prise en charge, ça m'a fait un petit peu oublier ce petit... désagréments du début, mais enfin qui m'ont marqué à vie et qui vont me marquer à vie. Mais non, ça m'a pas... Au niveau des soins, non, ça m'a pas... Alors, on va poursuivre votre histoire après, mais je voudrais, sur cette période, puisqu'on l'a beaucoup abordé, en fait, point sensible, ce dispositif d'annonce, avant d'aller dans la suite, peut-être donner la parole aussi à Nicole. Vous avez 65 ans aujourd'hui, je disais c'était en 2010, hein, vous étiez jeune, vous aviez aussi une petite cinquantaine d'années. Vous, l'annonce a été faite, je dirais, dans les règles, entre guillemets, ou pas? Parce que vous n'étiez pas seul et vous étiez dans un bureau de consultation. Oui. C'est ça. Oui. C'était un cancer du sein, assez agressif. Oui. Et comment il vous a été annoncé, alors? Assez brutalement, quand même. Aussi? Oui. C'est-à-dire, quels étaient les mots? Disons qu'ils n'ont pas pris des gants. Ils m'ont dit de suite, il y aura ablation du sein, chimiothérapie, radiothérapie, voilà. Point. Et ça vous tombe ça dessus. C'est C'est grave. assez dur. Voilà. Vous avez entendu c'est grave aussi? Oui, c'est grave aussi. Mais bon, quand ils vous l'annoncent comme ça, vous réalisez pas de suite. Voilà. Même comme Marie-Pierre, c'est ce moment où on ne comprend plus rien, on Mais est c'est sidéré. ça, c'est ça. Vous Ouais. n'étiez pas seul au moment de cette annonce? Non, moi j'avais ma sœur avec moi. Elle vous a traduit un peu ce qui a été dit, c'est ça? Ben, elle aussi, sur le moment, pas trop compris, là. Donc, voilà, ça a été tellement brutal, quoi. Vous auriez préféré qu'on l'exprime comment, qu'on vous le dise comment? Ben, qui nous l'annonce, voilà, en nous expliquant comme quoi, c'est un cancer, qu'il y aura sûrement intervention, voilà, chirurgie, tout ça, non. Voilà. En mettant un peu des bémols, en étant un peu rassurant d'emblée. Voilà. Un peu rassurant d'emblée. Parce qu'ils ne sont pas psychologues, franchement. On va voir, vous allez en avoir besoin ultérieurement. Donc vous dites, vous, c'est en bureau, mais les mots, en tout cas, là, par contre, c'est vrai que Marie-Pierre, c'est sur un trottoir, c'est d'une brutalité absolue. Vous, quand même, c'est dans un bureau, mais ça reste extrêmement brutal et violent. Oui. On peut continuer un petit peu sur cet aspect-là avec Jean-Marc. Jean-Marc, là, vous avez 62 ans. Oui. Je le disais, en 2016, on vous annonce aussi une maladie très grave. Enfin, très grave, oui, on peut le dire, puisque vous le reconnaissez vous-même, c'est une leucémie aiguë. Une leucémie aiguë. Mais donc, bien annoncé, vous dites. Alors, on a eu un petit souci de diagnostic, puisqu'il y avait eu des rémissions spontanées, etc. Ça a pris 5 mois pour formuler le diagnostic. Mais au moment où il a été formulé dans de bonnes conditions, avec empathie. Bon, mais... Comment vous nommez l'empathie? Précisez-nous, quels sont les mots empathiques qui vous sont c'est-à-dire formulés? que, il y a... l'oncologue qui me l'a annoncé m'a clairement expliqué qu'il avait une mauvaise nouvelle à m'annoncer, que c'était une leucémie aiguë très agressive, qui avait des aspects positifs, c'est que ce type de leucémie était facilement identifiable, qu'on pouvait le quantifier, mieux le cibler, mieux le traiter, etc. Ça me parlait de pronostic, évidemment, mais ça s'est fait dans des conditions... j'étais dans un lit d'hôpital, j'étais sous traitement parce que j'avais des douleurs, etc. Ça a été globalement bien accompagné. Bon, après, j'ai eu des récidives, etc. Il y a eu des moments où les annonces n'ont pas toujours été du même niveau. Et le problème, c'est que le médecin, c'est lui qui caractérise pour nous la maladie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, j'appelle mon médecin mon syndrome de Stockholm. Vous m'avez pris en otage et vous me maintenez en vie, donc je vous aime. Voilà. Vous n'avez pas le choix de l'aimer, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est pas lui qui m'a pris en otage, c'est la maladie. Mais
c'est lui qui m'annonce la maladie et c'est lui qui représente la maladie quand je le vois. C'est de toute manière, au moment où on a une annonce, on prend un immeuble sur la tête. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en ça, soit, vous êtes oui. tous d'accord Voilà. sur ce Donc, point. effectivement, la manière est importante. Il y a eu des moments, parce que j'ai eu une récidive Oui, vous un an avez- après, où c'était pas tant les annonces que la manière de poursuivre les traitements, les pourcentages de chances de survie, qui ont des fois été un peu annoncés brutalement. Mais vous les demandiez peut-être. Non. Ah non, vous les donnez spontanément les chances de survie. Oui, voilà. Donc, vous avez une chance sur 5 d'y passer tout de suite. Ça marque un peu. Mais bon, après... Une chance sur 5 d'y passer dessus. Voilà. Au moins, c'est clair. On ne peut pas reprocher que l'information n'est pas donnée. Oui, mais enfin, est-ce que c'est pas une information que vous aviez réclamée? Donc, d'une certaine manière, est-ce que ça soulage... C'est vrai que ça secoue et que ça va être important d'être bien accompagné. Oui, ça c'est... Mais je conçois que ça ne doit pas être facile non plus dans des cas graves. Parce que vous êtes solide, vous êtes accompagné, vous Voilà. êtes Oui. marié, Oui, oui. voilà, vous avez une bon- famille qui est Voilà, derrière. un bon soutien. Un soutien. Oui. Donc vous encaissez, je dirais, peut-être un peu plus. Je rappelle, je crois que c'est vous, Nicole, qui était seule, vous étiez divorcée quand cette... Oui, moi j'étais déjà divorcée. Donc un peu seule à encaisser ces choses-là. Marie-Pierre, vous étiez mariée avec des enfants J'avais un compagnon et puis j'avais ma famille qui me qui vous soutenaient. Ça, je mais c'est pense vrai que c'est un ouais. élément important, oui, Laurence. vous Juste voulez pour réagir par rapport à ce que vient de nous dire Jean-Marc, par rapport à l'information, certaines qu'il n'a pas forcément demandé, Oui. mais qu'on lui a livré de manière brutale, ça faisait quand même partie, ce droit à l'information de la personne malade, des doléances, réclamations qui ont été recueillies il y a 25 ans. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un protocole mis en place sur le droit à l'information de la personne malade, parce qu'il y en avait qui étaient carrément exclus à l'époque. On en parlait à l'épouse, on en parlait peut-être aux enfants, mais pas à la personne, puis d'autres en parlaient trop à la personne. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de progrès, on le voit, à faire sur ce droit à l'information qui est essentiel, je pense, pour la personne malade. Mais il faut savoir comment on lui livre cette information. Il faut savoir si la personne, en fait, est a capable envie de savoir. et si elle est capable de la recevoir d'encaisser. au moment où on va la lui annoncer. Donc, je veux dire, je pense que tout ça relève de l'aspect psychologique et de la formation psychologique que doit avoir la personne qui fait l'annonce et de savoir la capacité, est-ce qu'il a la capacité de comprendre si la personne en face de lui est en mesure de la recevoir. Bon, on ne parle pas des cas extrêmes comme celui de Marie-Pierre, hein, je veux dire, mais... Non, mais même, je suis désolée, même sur pour- Jean-Marc, même vous pour Jean-Marc, avez tout une à chance fait, sur 5 ou sur 4 d'y passer rapidement. C'est pas une information à donner, c'est pas une information, enfin, d'autant que c'est purement des statistiques, quoi. Oui, je veux dire, c'est des Oui, statistiques. mais Voilà, ça a rien d'ailleurs, de- ça de- c'est... Voilà, vous ne médical, demandiez quoi. pas. Ouais. Alors, on va continuer un petit peu sur le suivi, parce que effectivement, il y a l'annonce et puis il y a la suite. Et alors, j'imagine, et je vois avec vous, Marie-Pierre, il y a la période aiguë où on est pris en charge. Là, je pense que tout le monde va probablement raconter la même chose. Quand on est dans les soins, on n'est plus que dans les soins, là. Oui. C'est ça. Oui. Alors, comment vous allez traverser cette période qui va suivre et à quel moment, finalement, le vide va apparaître? Alors, vous avez... Alors moi, à l'inverse de Jean-Marc, j'ai pas voulu savoir ni mon grade ni mon stade. Je me suis lancée, je me suis dit, je vais me battre contre Vous cette avez maladie. dit, je veux pas savoir. Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir parce que ça risque de me perturber. D'avoir un chiffre, ça sert à rien. Je me bats contre le cancer. Je suis pas malade. C'est les traitements qui vont me rendre malade. Moi, ça va. Donc je me lance à fond dans les traitements. Donc pour moi, ça a été. Et on a respecté ce choix. Oui. D'accord. Oui. Vous veniez pas du tout du monde médical, vous découvriez le cancer. Là. Ah oui. Vous n'aviez pas de proches atteints, vous étiez dans... J'avais mon papa qui était parti 20 ans avant le Oui, cancer. non. Mais bon, non, pas Non. du tout. Le cancer du sein, j'ai eu la première, touchée. Donc je me suis lancée, peut-être mes antécédents de sportive m'ont fait... Voilà, je suis allée à fond dans ce traitement. Je l'ai plus ou moins bien supporté. La chimio, ça va, j'ai été fatiguée 3 jours. Mais vraiment, pendant les traitements, ça a été rendez-vous sur rendez-vous. Ça a été. À quel moment alors ça va devenir plus sensible? Parce que, bon, on va dire aussi, c'est le cas de vous trois, vous Oui. travaillez au moment où la maladie, puisque vous
tous les trois jeunes quand elle vient frapper vos vies. Vous avez une petite cinquantaine d'années. Donc vous travaillez à cette période. J'imagine que pendant les soins, vous ne travaillez plus. Voilà, en arrêt maladie. Pendant 1 an et demi, oui. Puis après, le jour où j'ai voulu reprendre, on m'a très bien fait comprendre que non, que j'étais plus la bienvenue dans l'entreprise. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte qu'on a été malade, en fait, on se rend compte après de tout ce qu'on a subi, même au niveau des traitements. Moi, à une époque, je ne me rendais pas compte que j'avais eu une chimio, par exemple. Que j'avais perdu mes cheveux, mais j'avais une super perruque. J'avais perdu mes sourcils, mais j'avais un super tatouage. Moi, j'étais un peu dans cette espèce de... Vous avez corrigé tout. Enfin, vous aviez finalement une réponse à tout. Ouais, en fait, c'était ça. J'avais essayé de tout programmer pour que tout se passe bien, voilà. Mais c'est après, voilà. C'est après qu'on se rend compte, finalement. Parce que, on ne nous prend pas dans l'entreprise, parce que, Mais quel argumentaire on vous oppose au moment où vous étiez en CDI ? J'étais en CDI, ouais. Quel argumentaire on vous oppose parce qu'au départ, on commence à à mi-temps, on demande un mi-temps thérapeutique qui n'est pas accepté. Je ne savais pas qu'on pouvait déjà refuser un mi-temps thérapeutique parce que, soi-disant, ça perturbait l'organisation de l'entreprise. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est tout ça qui après nous font... Qui vous plombe. Ouais, qui nous plombe. C'est ça, pour parler clairement. Ouais, qui nous plombe. Et c'est là que vous allez avoir l'envie de vous tourner vers l'association, parce que je sais que vous êtes tourné vers la Ligue à un moment donné. Donc alors, habitant sur Menton, et puis avec le confinement, il n'y avait plus accès aux soins de support, plus de soins de support. Vous y avez pensé d'emblée, vous, aux soins de support quand même. Vous avez pensé que vous aviez besoin d'aide. Je me suis dit, il y a peut-être pas forcément aux soins de support, mais je me suis dit, je vais voir ce qu'ils proposent. C'est pour ça que j'avais fait appel, j'avais demandé à Gérard Vandenbulck de m'aider. Et c'est directeur de la Ligue, bien sûr. Qui m'avait dit, pour l'instant, à Menton, tout est arrêté, forcément. Donc j'avais passé ce cap. Et puis un jour, je me suis dit, ce cancer, il faut que je m'en serve, en fait. Et j'ai voulu devenir bénévole. Et voilà, l'histoire a commencé. D'accord, donc vous avez été bénévole avant même de pouvoir vous-même bénéficier de soins de support, puisque dans cette période, malheureusement, tout était à l'arrêt. Tout à fait. En fait, moi, j'ai bénéficié des soins de support, mais à Nice, pas sur Menton. Mais j'en ai pas beaucoup, parce qu'après, ça a pris du temps. Vous êtes devenu bénévole dans cette période. Et on reviendra sur l'emploi, mais je voudrais qu'on fasse quand même un petit point sur ces soins de support qui sont quand même une aide fondamentale. On va le voir aussi avec Jean-Marc. Et vous, Nicole, vous aussi, vous êtes dans l'emploi, et c'est un peu la même chronique, je crois, c'est ça ? Vous allez perdre votre emploi ? Oui, parce que moi, j'étais aide à domicile. Voilà. Donc effectivement un métier physique. Voilà. Oui. Et donc, comme j'ai eu un peu un lymphodème aussi... je rappelle, c'est effectivement on retire les ganglions, et j'ai eu le gros bras. Le gros bras. Donc je ne pouvais plus faire cette activité. Bon, après j'avais eu une patronne qui m'avait pris dans les bureaux, mais malheureusement elle est tombée malade, elle a dû fermer. Et je me suis retrouvée sans rien. Sans emploi. Sans emploi. Plus rien, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc à gérer le traitement. Là, vous aviez fini le traitement de la maladie, j'imagine. Et vous essayez de retourner dans l'emploi, et c'est pas possible. Et pas possible. J'ai essayé de faire des formations et tout, on m'a pas accepté à cause du bras. Voilà. À cause du lymphodème. À cause du lymphodème. Incroyable. Et là, vous allez vous retrouver, excusez-moi, mais parlons clairement, dans une situation de précarité, littéralement. C'est ça, oui. Et donc vous, j'imagine qu'il y a plus urgent que les soins de support, là, il y a aussi ça. Et vous allez vous tourner vers la Ligue, parce que c'est vrai, on le sait peu, mais la Ligue a aussi des... Nous avons une commission d'aide sociale et financière pour justement aider des personnes malades qui se retrouvent à un moment ou à un autre dans des situations de précarité. Donc c'est des aides qui peuvent permettre de payer un loyer, des factures d'électricité ponctuellement, effectivement. Et vous avez beaucoup de dossiers comme ça ? On a à peu près, on a une dizaine de dossiers par semaine. Une dizaine par semaine. Oui, par semaine. Des personnes qui se retrouvent en situation difficile. On a une commission qui se réunit tous les 15 jours avec des dossiers qui sont montés par les assistantes sociales et les hôpitaux. Et effectivement, on essaie d'aider du
nombreuses familles. Ouais, je crois qu'on a aidé 200 familles l'année dernière. Ouais. Ouais, je crois. Ah oui, oui, on y reviendra parce que maintenant, sur la suite, donc vous vous retrouvez sans emploi, obligé de solliciter de l'aide. C'est ça. Mais pourtant, vous allez, je crois, vous-même vous engager comme bénévole. C'est admirable. Oui. Et qu'est-ce qui fait que, voilà, vous êtes vous-même une victime, je dirais, un peu dans une situation quasi inextricable, et pourtant vous engagez pour les autres. Oui, parce que disons que la Ligue m'a beaucoup apporté, point de vue support, parce que bon, il y a une psychologue, sophrologue, réflexologue, parce que disons que même après mes interventions, tout ça, nous avons toujours des douleurs, des effets secondaires. Des traitements, de la chimio. Voilà. Et qu'on nous dit que non, c'est rien, mais ils sont là. Voilà. Et donc, avec la réflexologie, sophrologie, la psychologue aussi. Vous avez eu accès à tous les soins de support. Moi, j'ai eu accès à tous les soins de support, même la gymnastique adaptée. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus lever le bras et tout. Bon, je faisais kiné aussi, mais j'ai eu du mal. Et grâce à la gymnastique, petit à petit, j'ai retrouvé mon bras. Quoi. Voilà. Ça vous a beaucoup aidé? Beaucoup, énormément. Et puis après, voilà, financièrement, ils m'ont beaucoup aidé. La Ligue m'a beaucoup aidé à retrouver même une mutuelle, parce que je n'avais plus de mutuelle, je n'avais plus rien. Ça a été un engrenage. Vous auriez pu vous retrouver rapidement exclu quasiment. Carrément, à la rue même. À la rue. Oui, j'osais pas le dire. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est littéralement à la rue. Il faut se faire face à cette maladie grave et se retrouver dans une situation, c'est grave. Je continue parce que j'ai plein d'autres questions, mais Jean-Marc, vous êtes un des rares hommes. Oui, j'ai envie de dire où sont les hommes. Où sont les hommes? Parce que vous aussi, vous allez vous tourner vers l'association. À quel moment vous allez vous tourner vers l'association et aussi... Dès la sortie des premières chimios, puisque bon, les traitements se sont étalés sur plus de 2 ans, mais on va dire dans les 3 mois qui ont suivi le diagnostic, les 2 séances de chimio en unité protégée, à partir du moment où j'ai pu rebouger un peu, parce qu'on était un peu affaibli, j'y suis allé tout de suite avec l'état d'esprit de dire il faut que je mette tous les moyens possibles pour m'aider moi. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent sur le plan thérapeutique. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Ça, c'était un de mes leitmotifs. Et le deuxième, c'était de dire être inquiet. Ça n'aide pas. Donc, j'élimine cette émotion. Je me concentre sur qu'est-ce que je peux faire pour m'aider. Et là, je me suis dit, psychologiquement, tu as pris un coup sur la carafe quand même. Donc, il faut aller chercher de l'aide, du support, en plus du cercle familial. Vous saviez que vous ne pouviez pas tout attendre de vos proches? Oui, oui. Parce qu'ils étaient trop dans l'affect, qu'ils étaient eux-mêmes, j'imagine, sonnés. Il faut les soulager aussi. Hein. Il faut pouvoir... Ils sont tristes, inquiets. On va parler des aidants, bien sûr. Hein. Ils sont très impactés. D'abord émotionnellement et aussi au quotidien, parce qu'on se retrouve un peu dépendant pour un certain nombre de choses, à ne pas pouvoir facilement bouger, etc. Et donc, j'ai cherché à mettre tout ce qui pouvait m'aider de mon côté. J'avais une limite que je m'étais fixée, c'était la rationalité, on va dire. C'est-à-dire, vous ne vouliez pas aller dans des médecines ésotériques. Voilà. Ça, j'ai dit, il y a des gens qui m'ont dit, si tu veux, sinon, je te remercie, c'est sympathique, etc. C'est pas pour moi, ça ne me correspond pas. On en profite quand même. Juste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes un petit peu vulnérables atteintes du cancer qui se laissent malheureusement vous approuver, parce que j'imagine que vous avez été approché aussi, qui se laissent un petit peu gruger. Il n'y a pas d'autre terme, par des offres qui sont malheureusement un peu frontières avec l'honnêteté aussi. Voilà, on ne va pas parler d'approche. Mais là, vous êtes un peu scientifique, vous, quand même, à la base. De formation. Donc, je ne sais pas si... dans ces cas-là, on est humain. On parlait de courage tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas du courage. Le courage, c'est de voir un enfant qui est tombé à l'eau
et de plonger pour aller le sauver. Ça, c'est du courage. Ouais. Nous, c'est de la survie. C'est pour vous, en fait. Voilà. C'est pour vous. C'est pour se sauver nous-mêmes. Mais Donc on retrouve on va C'est ce que retrouver des ressources, on va puiser des ressources en nous qu'on n'imaginait même pas. Oui, vous approuvez, Oui. Même chose, vous avez été surprise, Marie-Pierre, Nicole, parce que vous avez ce que la maladie a révélé de vous, c'est ça? Oui. Oui. Vous imaginez pas Non. Elle vous transforme. Hein, Ah oui, oui. C'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est que la maladie transforme. Mais c'est vrai que le courage, je soulignais surtout votre courage aujourd'hui Ah oui. de venir témoigner parce que c'est quand même... Parce que c'est un homme, c'est Oui, ça. bah, non, mais ça s'applique bien entendu à Nicole et à Marie-Pierre, mais c'est sûr. important de venir Bien témoigner. sûr, Parce mais que ça peut être très difficile et compliqué, donc c'est pour ça que je les salue, mais Oui. c'est je important crois qu'ils pour tous ceux qui les témoignent écoutent. beaucoup pour tous les autres malades. Voilà, et c'est en oui. ce sens Pour ceux qu'on qui vous les remercie écoutent. vivement tous d'ailleurs. Hein, parce que vous témoignez pas pour vous, pour raconter votre histoire. Non. Votre histoire, vous aimeriez bien la laisser derrière. Mais c'est parce que vous avez envie d'en faire bénéficier les autres. Donc Jean-Marc, vous vous dites, il faut que je m'aide. Oui. Et effectivement, les soins de support, parce que c'est vrai que c'est un terme un peu froid, soins de support. Mais concrètement, c'est de la psychologie, de Voilà, la j'ai sophro. commencé par la psychologie. Vous avez commencé par la sophro. Voilà, je me rappelle très bien Vous le aviez premier déjà jour. vu, excusez-moi si c'est Pardon indiscret, vous aviez déjà vu des psychologues avant la maladie ou des psychiatres? Oui, dans un contexte d'accord. professionnel. Ok. Pour un questionnement professionnel à un Donc, moment, d'accord. mais relativement bref. Mais donc ça posait pas problème, c'était pas un Non. signe de faiblesse. Non, pour pas vous. du tout, pas du tout. C'est une aide. Enfin, ça permet d'extérioriser, de faire prendre conscience. Bon, je râlais souvent après la psychologue parce qu'on arrive avec des problèmes et on repart avec ceux-là plus d'autres, alors qu'on pense qu'elle va Marie-Pierre nous est donner la d'accord. solution. Oui, Nicole aussi. Mais globalement, ça fait avancer. Mais au moins vous avez pu parler Et et oui. aussi un exutoire. Donc Oui. c'est à la Ligue Oui, tout à que fait. vous allez bénéficier de ces soutiens Oui. entre guillemets psychologiques, Psychologique. sophrologie. Sophrologique, voilà, j'ai la réflexologie, un peu de Qigong aussi, pour se mettre en mouvement, avec la frontière de rester sur le mouvement et pas rentrer dans l'ésotérisme. Oui, on a bien compris que vous étiez très attentif à ne pas vous approcher de l'ésotérisme. Voilà. Mais bon, ça c'est peut-être limitant, mais en tout cas, c'était mon choix. Je vais demander à Laurence rapidement si il y a plus de soins de support, si la demande explose, mais juste avant peut-être, Jean-Marc, on l'a dit, on le répète, vous êtes le seul homme ici et vous êtes aussi très peu représenté et dans les bénévoles et dans l'association, etc. Les hommes ne vont pas demander d'aide, majoritairement. C'est dommage. Je les invite à y aller. Alors, qu'est-ce que vous auriez, quel mot vous emploierez pour leur dire n'ayez pas peur de demander de l'aide, ça ne fait pas de vous un homme faible, c'est ça? Ou qu'est-ce que vous... Augmentez vos chances. C'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est vous traversez une épreuve qui est traumatisante, mettez toutes les chances de votre côté, mettez-vous en action, et il n'y a pas de honte à se faire accompagner, au contraire. C'est une forme d'intelligence, je trouve, de dire, voilà, au moment où on en a besoin, on va chercher les ressources dont on a besoin. Bien sûr. Oui, parce que, et je vais revenir à Laurence, aujourd'hui, le cancer frappe autant les hommes que les femmes, et je crois même que les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à être touchés. Donc, Laurence, vous confirmez qu'ils sont je très confirme, ils et viennent je pas le taper, confirme d'autant plus que, pour à mon niveau personnel, dans le cadre de mes consultations que j'ai dispensées à la Ligue pendant 10 ans, je crois que j'ai dû voir 3 hommes En 10 ans. Ah oui, je veux dire 3 hommes. Ils ont beaucoup de difficultés. Alors, est-ce que c'est par pudeur, par peur, je ne sais pas. Mais alors, on n'a pas de psychologue. Le message que leur Je fait sais pas passer répondre. Jean-Marc est important. Aidez-vous. Aidez-vous. Nous sommes là pour vous aider. Nous, le comité, nous sommes là pour vous aider parce que des soins de support, il y en a pour tous. Et je veux dire, il y a effectivement l'aide psychologique, l'aide à la diététique, la sophrologie, la réflexologie, mais il y a aussi des ateliers collectifs, donc on peut rencontrer du groupes de monde, on peut parole, échanger, de convivialité, on a eu du théâtre, De la il peut cuisine. y avoir de de la la cuisine, Et tout le monde de a besoin. l'activité physique adaptée, tout le monde peut y trouver. Tout le monde a besoin d'être aidé ou en tout cas d'être soutenu trouver, dans cette épreuve. Et puis ça soulage aussi
quelque part les proches aidants, Bien. qu'on accueille également aussi, je tiens à le dire, aujourd'hui gratuitement, les proches aidants, parce qu'il faut peut-être en parler. Oui, C'est on important va en parler. de voir que la personne est malade, mais toute la famille souffre aussi. Je veux dire, ça déséquilibre beaucoup de choses, c'est difficile l'accompagnement, et on est là aussi pour les proches aidants, pour leur donner un soutien et des outils peut-être aussi pour mieux Jean-Marc accompagner. Jean-Marc en parlait bien. C'est vrai que Ouais. d'ailleurs, on ne peut pas toujours se tourner vers ses enfants Ça ou peut autres, être parce lourd. que malheureusement, Et pardon, Laurence, juste parce que je vous interpellais sur la demande de soins de support. Elle a beaucoup. Enfin, je crois on est passé en 2 ans de 8 000 rendez-vous à 13 000 l'année dernière, en 2023. Ah oui. Suite, c'est le rapport qu'on a fait lors de notre assemblée générale là, qui s'est tenue au mois Comment vous d'avril. l'expliquez? Parce qu'on communique mieux dessus? Parce que Oui, on a plus de- peut-être que effectivement les gens aujourd'hui avaient peut-être du mal à comprendre ce que faisait la Ligue, donc on communique mieux parce qu'il y a peut-être aussi plus de malades. Je veux dire, le nombre de cancers. Et peut-être que les réseaux sociaux, notre façon de communiquer, leur ouvre plus facilement l'accès. Voilà. Mais j'incite tout le monde, enfin toutes les personnes malades, à ne pas hésiter, venir prendre des informations et puis essayer de trouver ce qui peut les aider, leur faire du bien. Alors, on va revenir, oui, parce que c'est très important ce que vous dites. En fait, Marie-Pierre et Nicole, aujourd'hui, je dirais, sont passées un peu de l'autre côté. Vous avez expliqué, parce qu'aujourd'hui, vous êtes toutes les deux salariées de la Ligue et vous accueillez les malades. C'est un parcours absolument incroyable. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous y êtes arrivée? Parce que du coup, vous avez aussi l'expérience de malade, mais aussi l'expérience de ceux qui aujourd'hui accueillent. Allez, Marie-Pierre, Nicole, allez. Tu commences? Je commence? Comment on y a, voilà, comment c'est arrivé? Parce que voilà, je vous avais interrompu au moment où vous dites que vous perdez votre emploi. Oui. Vous aussi. Vous aussi, vous êtes retrouvé en situation de difficulté. Non, à cette période-là, j'avais la chance d'avoir des revenus. Voilà. Enfin, voilà. Je pouvais, enfin, c'était quand même Vous difficile, pouvez- mais vous pouviez faire face. je pouvais faire face. Mais moi, je me suis donc tournée vers le bénévolat une fois que mon parcours médical se terminait. À part l'hormonothérapie, je me suis dit, il faut que, voilà, je vais me tourner vers le bénévolat. Donc, je me suis tournée vers la Ligue contre le cancer. Pourquoi, je ne sais pas. Ça a été pour moi une évidence. Il fallait aider. Il fallait aider. Il fallait en tout cas ou peut-être livrer un témoignage aussi, je ne sais pas. En tout cas, ça a été pour moi une évidence. Donc, j'ai fait ma formation de bénévole. Et ça vous a aidé dans le parcours? Dans votre parcours, vous pensez? Forcément, ça aide. Des fois, on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais forcément, ça aide. Parce que, comme le disait Jean-Marc, notre vie est complètement chamboulée. Donc, il faut quand même que cette nouvelle vie, on puisse prendre des petits bouts dans le bénévolat, avec les gens qui sont autour, avec les intervenants. Donc, forcément, ça aide. Voilà. Donc, Oui, il fallait que ce que vous aviez vécu produise quelque chose. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Qu'il ne soit pas vain d'une certaine manière. C'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a tournée. J'aurais pu me tourner vers une autre association. Et pour moi, dans l'évidence, c'était la Ligue. Alors, comment vous êtes retrouvée employée de la Ligue? Parce que j'imagine que vous avez continué de chercher un emploi pendant cette période. Vous travailliez à l'époque, vous étiez assistante dans une... J'étais secrétaire dans une auto-école. D'accord. Ouais. Donc vous avez cherché des postes similaires, Oui, j'imagine? j'étais déjà en train de calculer, je ne savais pas trop au niveau administratif comment allait faire ma rupture, enfin comment ça allait se terminer au niveau surtout administratif. J'étais dans ce... Je ne cherchais pas encore, puisque ce n'était pas encore fini avec mon employeur, mais je ne savais pas comment m'y prendre en fait. Voilà. Donc un jour, je vais faire ma formation de bénévole, et... à la fin de la formation, je rencontre Aline, notre directrice. Alors, Aline Baratou. Tout à fait, Aline Baratou, qui, elle, s'occupe justement de l'emploi, de l'après-emploi, de tout ce qui est problème d'emploi, et qui m'a aidée, justement, à clôturer ce dossier travail, voilà, qui m'a aidée dans tous les côtés administratifs, pour pouvoir partir sereinement de mon emploi, et qui m'a proposé, ce jour-là, ils étaient à la recherche d'une chargée d'accueil sur Nice. Moi, habitant Menton, m'a demandé si ça m'intéressait. Ah oui, ça a été une surprise, j'imagine. Ouais, ça a été en même temps... alors, une surprise. On retrouve un petit peu
En fait, ce qui est à la Ligue, ce qui est bien, c'est qu'on se sent, après avoir traversé tout ce qu'on a traversé, parce que c'est quand même une grosse épreuve, mais ça, on s'en rend compte après, on sent qu'on est écouté et qu'on est comprise, quoi. Voilà. Et Aline, je pense que ce jour-là, ça a été mon petit ange gardien, ma petite main tendue qui m'a dit, bon, nous, on a ça, est-ce que ça t'intéresse ? C'est peut-être pas beaucoup, mais on a déjà ça à te proposer. C'est incroyable. Et là, on se dit, mais ah ouais. C'était en quelle année, pardon ? En 2022. En 2022, donc assez rapidement. Après mes traitements, mes lourds traitements, enfin toute la mise en marche, l'employeur, moi j'étais persuadée de reprendre mon boulot, pas le boulot, enfin voilà, ça a été. Et là on s'est dit, mais ouais quoi, ils ont tout. Alors Aline Baratou n'est pas avec nous, mais j'imagine qu'elle n'a pas fait ça par charité chrétienne, on dit. Excusez-moi Jean-Marc, ou pas. Elle a fait ça parce qu'elle a vu chez vous des compétences. Oui, alors. Si je peux réagir là-dessus par rapport à l'expérience de Marie-Pierre, dont on se félicite qu'elle fasse partie aujourd'hui de notre équipe, et elle est donc chargée d'accueil à la maison Axel Cal de Nice. C'est tout à fait un exemple malheureusement encore classique du comportement de certains employeurs, quoi. Oui. Parce qu'à l'issue de sa maladie, elle avait droit à un mi-temps thérapeutique. Alors, là, oui, vous avez levé les yeux au ciel. On ne peut pas le refuser, mais l'employeur, il peut toujours décider de la licencier pour inaptitude, etc. Après, c'est devant les tribunaux qu'on va contester. Mais je veux dire, en fait, dans la réalité, la personne, elle perd son emploi. Je veux dire, et la Ligue a fait ce que cet employeur aurait dû faire, c'est-à-dire accepter Marie-Pierre à son retour de maladie, l'accompagner, l'aider, et le potentiel de Marie-Pierre n'a pas changé, je veux dire, au contraire. Après, c'était une petite entreprise, hein, j'imagine, donc les difficultés, mais je crois que Jean-Marc connaît bien ce sujet, sont plus grandes quand il s'agit de petites entreprises. Notre directrice, donc Aline Baratou, qui lui a proposé ce poste, gère le programme de Ligue Entreprise, qui est également un programme qui a été lancé dans notre comité il y a plusieurs années et qui ensuite a été repris sur le plan national. Et donc, elle dispense des formations au sein des entreprises qui le souhaitent, des formations qui sont payantes, mais tout à fait modérées, abordables, pour leur donner justement des outils pour accompagner leurs salariés qui sont touchés par la maladie, soit pendant, s'ils restent sur place, soit au moment du retour à l'emploi, pour justement éviter ce genre de situation et pas venir rajouter une double peine à la personne qui vient de subir des traitements difficiles, qui se retrouve isolée et qui en plus, avec toute la cohorte de problèmes financiers, familiaux qui peuvent en découler. Donc Nicole aussi peut témoigner. Donc c'est un programme qui fonctionne très bien, qui est mené de main de maître par Aline et qui donc permet d'accompagner. On va voir que Jean-Marc en est devenu aussi partenaire, mais Nicole, vous aussi, c'est un parcours un peu similaire, puisque vous, c'est peut-être avec une distance plus grande, puisque vous avez été bénévole, mais j'imagine, comme Marie-Pierre, que vous avez cherché un emploi. Aussi, oui. Beaucoup. Et que votre, je dirais, entre guillemets, handicap, ce lymphodème, qui est un réel handicap. C'est un handicap. C'est un handicap. Toutes les portes sont un peu fermées. Se sont fermées, oui. Et c'est vous qui avez sollicité la Ligue ou comment ça s'est passé Non, donc comme j'y étais en tant que malade, parce que finalement j'étais entourée par la famille et des amis, parce que c'est là que vous voyez, après les amis qui restent et les amis qui partent. Ça c'est un aspect aussi intéressant, bien sûr. Parce que c'est une bonne manière de faire le tri, hein, je crois, dans la maladie. Hein. On voit bien ceux qui sont toujours à vos côtés. Oui, et après donc j'ai fait du bénévolat. Et j'ai vu un peu l'envers du décor, toutes les aides que la Ligue pouvait porter sur tous les points. Donc j'ai fait 1 an de bénévolat et un jour on m'a proposé si je voulais être salariée pour Antibes, parce qu'ils recherchaient une personne pour le chargé d'accueil pour Antibes. Voilà. Et donc. Et vous avez dit un oui, grand oui ? Ah oui, un grand oui. Un grand oui. Oui. Un grand Alors, oui. Un peu à toutes les deux, j'ai la même question. Quand on a traversé cette épreuve, qu'elle a été aussi douloureuse, se dire qu'on va exercer dans un univers, même à titre bénévole, qui va vous rappeler sans cesse la maladie, est-ce que c'est pas compliqué ? Est-ce qu'il ne faut pas faire un travail important sur soi pour y parvenir ? Qu'est-ce que vous pouvez, Marie-Pierre, Nicole, toutes les deux me répondre, est-ce que ça n'a pas, Marie-Pierre, ça n'a pas été difficile, c'est pas encore difficile de se retrouver Alors, je me suis posé la question, en effet, parce que je me dis, je sors déjà du parcours de soins, est-ce que je ne vais pas retomber ? Mais en fait, non. À la Ligue, c'est
enfin maintenant les maisons Axelcan, c'est au contraire, c'est pas du tout médicalisé. Il faut pas que les gens aient peur d'avoir ce côté-là. Enfin, on voit pas les gens comme des malades en fait, parce qu'on leur apporte que du bien-être et que des bonnes choses. Donc ce côté médicalisé comme à l'hôpital, on le voit pas du tout quand on rentre dans les maisons Axelcan. On est dans banal, exactement dans la cité quoi. Comme donc moi ça m'a pas non plus, j'ai pas eu ce retour, moi ça m'a pas perturbée et ça m'a au contraire, plus ça avance, mieux c'est en fait. Nicole, également, quand vous voyez taper à la porte, excusez-moi, des jeunes personnes malades et gravement malades, vous avez aussi le recul suffisant, nécessaire pour ne pas prendre, je dirais, de plein fouet cette douleur et qui doit vous faire écho à la vôtre propre. Oui, mais au contraire, ça nous donne de l'énergie. On veut apporter ce qu'on nous a apporté. Et donc, au contraire, on avance et... Oui. Ça vous dope. Ça nous dope, c'est ça. Ouais, en fait, c'est sûr qu'il y a des histoires qui nous touchent. On peut pas le nier. On voit arriver des gens de plus en plus jeunes, avec des pathologies de plus en plus graves, parce que détectées trop tard. C'est sûr que moi qui ai 3 enfants, quand je vois arriver des jeunes qui se mettent à pleurer, bien sûr que ça touche, mais quand on sait après ce que la Ligue peut leur proposer, toutes les bonnes choses qu'elles vont pouvoir, quand elles vont pouvoir poser leur valise, pleurer si elles veulent pleurer pendant 1 heure, pas pleurer, rigoler, enfin il y a plein de possibilités. Donc ça nous touche. Ça vous... Ouais. Mais bien sûr que ça touche. Ça touche, mais en même temps, vous savez que c'est important qu'elle soit avec vous et vous êtes conscient de ce que vous pouvez apporter. Donc ça fait l'équilibre. Jean-Marc, juste pour l'emploi, vous aussi, vous l'avez perdu. Alors, oui. Pour l'emploi, moi, je ne me suis pas retrouvé dans la même situation. J'étais cadre dans un grand groupe de services informatiques, plutôt bien protégé par ce groupe. Et c'est plutôt moi qui étais en incapacité physique de reprendre mes fonctions. Donc, au bout de... Parce que je même à temps partiel c'était difficile. Franchement, c'était difficile. Et donc, le groupe était prêt à examiner différentes possibilités. J'ai eu toujours, de la part de ce groupe, une très belle écoute, une belle empathie. Il n'y a pas que des expériences négatives, heureusement. On n'est pas obligé de témoigner que... C'est important de dire que ça peut bien se passer. Et d'ailleurs, j'inviterai tout le monde à regarder dans ces contrats ce qui s'appelle la prévoyance et que moi, j'ai découvert ce jour-là. Je ne savais pas ce que c'était que la prévoyance. Et je me suis rendu compte que le jour où vous avez un pépin de santé qui vous met en arrêt de travail pendant des années et qui ensuite vous empêche de travailler, vous met en invalidité, ce qui est mon cas aujourd'hui, ça ne vous empêche pas de travailler, mais ça vous empêche d'avoir de vos pleines capacités de travail. Mais avoir une entreprise qui vous a protégé avec un contrat de prévoyance, c'est important. Et il faut savoir qu'en France, ce n'est pas obligatoire pour les non-cadres. D'accord. Donc, moi, aujourd'hui, je suis président d'une association qui emploie des salariés. Les non-cadres, ils sont couverts par une prévoyance parce que je sais ce que c'est et je veux les protéger. Ça vous a permis de maintenir un niveau de vie, c'est ça? Vous êtes retrouvé en invalidité, déjà, mais ça parce que vous étiez très jeune, vous aussi, 52. Oui, ça enlève un problème de subsistance, clair. De subsistance, oui. Que n'avait pas visiblement... Ça n'enlève pas la maladie. Mais la manière de l'appréhender, ça enlève un souci. Et un souci quand même important. Bien sûr, un souci même donc, majeur. moi, je n'ai pas eu de problème par rapport justement à la relation avec ce groupe-là qui était structuré, et qui sait traiter ce genre de situation. Néanmoins, j'étais plus dans la capacité de reprendre les mêmes activités. Je ne voyais pas trop ce que j'allais y faire. Et mon rapport au travail aussi a changé. C'est-à-dire que quand je me lève le matin aujourd'hui, j'ai besoin que ma journée elle ait du sens et que je sache ce que je vais faire dans la journée, quel sens ça a. C'est-à-dire qu'auparavant, on peut avoir une activité, entre guillemets, alimentaire, même si elle est de bon niveau, intéressante, passionnante, etc. Quand on a traversé une épreuve lourde,
on se dit, bon, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, j'espère que j'ai bien 30 ans devant moi, hein, on va être ambitieux. Et on a envie que chaque journée on ait du sens profond. C'est-à-dire pas la vivre comme si c'était Voilà, le dernier jour de notre vie, mais qu'elle soit pas là pour rien. Voilà, qu'elle soit pas là pour rien. Et donc, qu'elle serve à tendre la main aux autres. Alors, moi, ça se situe aujourd'hui dans l'accompagnement à la création d'entreprises, mais ça a du sens pour moi d'accompagner des gens qui sont éloignés de l'emploi à retrouver de l'emploi. Alors, c'est amusant, entre guillemets, parce qu'au début de votre témoignage, vous avez dit « Qu'est-ce que je dois faire pour m'aider ?» Et là, à l'issue de votre témoignage, vous dites « Le sens, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Oui. Donc, c'est vraiment... Et on retrouve à travers vos 3 témoignages un peu ça, finalement. Hein. C'est de m'aider pour pouvoir aider. Alors, à quoi ça ressemble une journée de quelqu'un qui veut donner du sens tous les jours? Parce que vous me faites quasiment peur, parce que moi, si on me pose la question, si tous les jours, je dois trouver du sens à ce que je fais, pas simple. Développer le potentiel de gens qu'on peut accompagner. Donc pour ça, il faut aller essayer de trouver des financements, il faut trouver des partenariats, construire avec ces partenariats, convaincre des gens que on peut les accompagner vers la résilience. Alors tout à l'heure, on parlait justement de l'emploi. Les employeurs qui ne veulent pas recruter quelqu'un qui a eu une maladie ou un accident ou un handicap, ils ne savent pas de quelle richesse ils se privent. Oui. La résilience, quand on a traversé ces épreuves-là, mais ça donne une niaque aux personnes qui est incomparable. Ça donne un engagement qui est incomparable. Donc je pense qu'il faut faire comprendre aux entreprises ou aux employeurs en général que ces profils-là, ce sont des atouts. Véritablement. Très beau message, qu'ils ont tout à gagner, qu'on change vraiment de regard. Ce n'est pas se contraindre de prendre des personnes. C'est pas une œuvre sociale. C'est au contraire, c'est une force. Alors on approche de la fin. Je voudrais juste intervenir par rapport à Jean-Marc pour vous dire que nous avons aussi un partenariat avec l'association de Jean-Marc, la Couveuse Innovation. Oui. Et nous avons lancé donc une association commune que nous coprésidons tous les deux qui s'appelle Entreprendre et Cancer, à l'initiative de toujours d'Aline Baratou, et qui aide les malades qui souhaitent se reconvertir professionnellement en leur donnant une espèce de cocon professionnel qui va leur permettre de tester leur idée, leur reconversion, sans prendre de risques. Et voilà. Oui, donc parce que c'est important aussi, l'emploi pour le retour, entre guillemets, pour, comme vous le disiez, pas se retrouver complètement marginalisé par la maladie, ne plus exister, plus d'existence sociale, etc. C'est très important, j'imagine, de renouer avec une vie professionnelle, etc. C'est fondamental aussi dans l'aide. Ah oui. Alors, on approche de la fin, j'en suis désolée. Avant de vous laisser vraiment la conclusion, Laurence, je voudrais un petit peu, voilà, vous 3, Marie-Pierre, Nicole, Jean-Marc, si vous aviez vraiment un message à faire passer auprès des autres malades, ou une petite, je dirais, ou aussi peut-être, vous, de votre point de vue, ce qui est le plus important aujourd'hui à améliorer, par le prisme de votre expérience, mais aussi de ce que vous observez autour de vous. Bon, moi, améliorer, forcément, ça sera le dispositif d'annonce. Oui, parce que c'est traumatisant, franchement. Et vous le constatez aussi chez d'autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes à l'accueil et on vous raconte encore des histoires. En 2024, ça continue. Enfin, il y a vraiment des annonces qui sont terribles. Et bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment à améliorer. Sinon, il faut pas hésiter à pousser à la porte des maisons Axel Kahn. Parce que c'est vraiment, comme disait Jean-Marc, c'est vraiment s'aider. S'aider. Il faut vraiment prendre soin de soi. C'est très important. C'est très, très important. Mais arrêtez avec ces réticences de vous approcher des associations de malades. Vous avez tout à gagner. Exactement. Merci. Nicole. Oui, aussi par rapport à l'emploi financier et tout, il faut de l'amélioration de ce côté-là. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est un point très très important. Je ne sais combien de personnes se retrouvent précarisées par la maladie, mais c'est un fait majeur. Hein. Jean-Marc parlait de prévoyance. Sur l'annonce ? Sur l'annonce aussi, après, il faut vraiment de l'amélioration. Il faut que les
médecins soient un peu psychologues aussi, parce qu'ils en ont besoin. Un mot peut-être aussi sur les aidants, parce que vous n'avez pas... Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur eux? S'il y a un mot... Marie-Pierre, elle fait la grimace, Marie-Pierre. Pourquoi? En fait, je pense, c'est très compliqué pour nous. Malade. Voilà, ça va être la même période. Moi, par rapport à mes enfants, ça a été très compliqué. Donc, parce qu'on ne veut pas leur faire subir, mais en même temps, ils subissent. Pardon, je suis désolée. Mais c'est normal. Et ils sont un peu oubliés. Il n'y a personne en face d'eux. Ouais. Mais c'est après qu'on s'en rend compte. Les vôtres ont été très marqués par cette période. Ouais. Et Oui, elles le sont encore, ouais. Mais on va leur dire, ils vont voir que leur mère est magnifique, elle va bien et qu'elle est très engagée. Non, c'est normal. Nicole aussi. Oui, vous avez des enfants aussi. J'ai des enfants aussi. Et j'en ai un qui est devenu bénévole aussi. Ah, moi aussi. vous aussi? Oui. Voilà, qui sont devenus bénévoles à la Ligue. Voilà. Merci pour l'authenticité de vos témoignages et vos larmes. Elle raconte cette authenticité. Jean-Marc, vous pouvez aussi pleurer même si vous êtes un homme. Oui. Moi, j'ai envie de dire que ce que je peux conseiller à tous les gens qui sont dans ces phases délicates, c'est d'avoir des projets, de se projeter au-delà de la maladie et de dire, bon, ok, je suis en train de traverser une rivière et le courant m'emporte, je ne peux pas remonter le courant. Mais je regarde et de l'autre côté, il y a la terre. Ou peut-être ça sera un banc de sable, il va falloir que je me remette à l'eau encore. Mais il y a un avenir. Le pire est jamais certain. Et il y a un avenir, donc ayez toujours des projets, même si c'est de faire le tour du monde. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Même si c'est le tour du monde. C'est pas mal le tour du monde. Je veux dire, c'est pas forcément un projet professionnel. Ah oui, etc. il peut être dans un... voilà, ça peut être un projet Merci. tout à fait... C'est très beau ce message. Un mot aussi sur les aidants, vous avez fait allusion. Oui, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux. On les entraîne un peu dans... Oui, mais... Fatalement, parce qu'on n'a pas on peut se retrouver aidant du jour au lendemain. Donc... on commence à s'y intéresser, mais là encore, c'est un gros chantier à conduire. On va s'y employer. Un petit mot de la fin. Oui, un petit mot de la fin. Donc, juste pour dire, je suis très touchée par les témoignages qui vous ont été livrés aujourd'hui et puis par le côté admirable de Jean-Marc, Nicole et Marie-Pierre qui, confrontés à la maladie, ont reçu le soutien de la Ligue et ont voulu ensuite rendre et aujourd'hui apportent leur efficacité à toutes nos missions. Alors un petit mot, parce qu'il faut en parler quand même, nos missions et tous ces soins de support, il faut les financer et nous vivons dedans. Tout ça est gratuit pour les malades. C'est gratuit pour les malades, mais nous sommes, la Ligue doit financer ses intervenants, les salariés, etc., les locaux, essayer de déployer donc ces réseaux sur tout le territoire. Donc nous vivons de la générosité du public, de dons, de Elle en legs. est où, la générosité? Non, le public est généreux, mais c'est un travail de chaque instant. Donc il faut continuer à porter ce message, montrer tout ce que nous faisons. Et c'est important aussi, dans le cadre de ce 25e anniversaire, que la Ligue soit perçue effectivement comme une association qui apporte tous ces soins de support, parce que des fois les gens ne le savent pas. Donc votre émission aujourd'hui, on vous remercie vraiment de nous accompagner ce matin dans cet événement majeur dans la vie de notre association, que ce soit au plan national et au plan local. Et juste pour en terminer, je vais vous dire que notre comité, comme 3 autres, ont été sollicités par le siège pour organiser des événements. Nous le clôturons, le cycle de ces événements le 20 septembre prochain avec un colloque sur le 25e anniversaire donc des États généraux qui va un petit peu, nous donnons la parole à d'autres malades, mais je pense que vous en parlerez. Oui. Nous allons avoir des tables rondes sur les soins de support, sur le dispositif d'annonce, sur l'intelligence artificielle aussi, avec donc l'intervention d'éminents spécialistes et professeurs de médecine dans la matière. Et à la fin, nous souhaiterions donc donner la parole à nos parlementaires qui nous accompagnent au quotidien, et pour n'en citer que certains, la sénatrice Alexandra Borchio-Fontin, la sénatrice Patricia Demas, Alexandra Martin, monsieur Éric Pauget. Nous avons eu l'occasion d'organiser pas mal d'événements avec eux. Ils portent nos plaidoyers parce que c'est aussi vous avez plusieurs plaidoyers de la Ligue. Donc je vous précise que ce colloque se déroulera au CUM, donc le 20 septembre. L'accès est ouvert à tout le monde et gratuit. Et voilà.
Et pour conclure, merci beaucoup. Je dirais que voilà, on a eu droit à, enfin, on a eu plaisir. Je ne sais pas dire plaisir parce que le terme est peut-être mal choisi, mais on a eu vos témoignages puissants, qui d'ailleurs permettent de relever plusieurs points. Mais bien sûr, c'est des témoignages qui ne représentent que vous. Bien sûr, chaque histoire est très singulière. Et aujourd'hui, la Ligue a besoin de recueillir beaucoup de témoignages, parce que c'est vrai, dans ce nombre, on pourra un petit peu voir surgir les problématiques, même si vous en avez évoqué plusieurs. Donc je sais que très prochainement, vous pourrez trouver sur le site de Nice Matin un onglet où vous pourrez livrer vos témoignages. Donc n'ayez pas peur, livrez vos témoignages. La Ligue va pouvoir s'en saisir pour effectivement poursuivre le travail admirable qu'elle conduit depuis des années. Donc c'est très important, n'hésitez pas à témoigner, anonymement, pas anonymement, mais vous soyez jeune, pas jeune, dans tous les secteurs, n'hésitez pas, vraiment, on en a besoin. Et ben moi j'ai juste envie de vous dire un grand bravo à tous les trois, et aussi bien sûr à Laurence pour son engagement. Vous avez eu le courage de parler et parler pour les autres, et ça vous avez beaucoup insisté après avoir été aidé. Vous voulez aider. Et vous êtes prêts pour cela à revivre un petit peu ce que vous avez vécu. Mais bon, vous allez tous bien aujourd'hui. On touche du bois, tout le monde va bien. Jean-Marc, Nicole, Marie-Pierre. Oui, très bien. Donc voilà, c'est aussi de belles histoires. Il y a plein de personnes qui s'en sortent, mais qui s'en sortent parce qu'elles sont aidées. Et l'aide, ce n'est pas que la médecine, c'est aussi tout le reste. Merci infiniment à vous tous. Merci. Et puis, Merci, je vous dis à très bientôt. Merci à Nice Matin et merci à toute l'équipe dirigée par Gérard aussi, je sois à le souligner, bien qui sûr. fait un travail extraordinaire tous. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup et merci à ceux qui nous ont suivis.